Secondaire 1, reproduction. Pour commencer, il y a deux types de reproduction que nous allons voir sur la planète Terre. Le premier type, c'est la reproduction asexuée. Dans le cas de la reproduction asexuée, l'individu se reproduit seul et crée essentiellement des copies de lui-même. Pour les humains, la reproduction asexuée est importante, puisque c'est la seule façon que nous avons de reproduire nos cellules à l'intérieur de notre corps. Par exemple, lors de la croissance, nous avons besoin de créer de plus en plus de cellules dans notre corps. Nos cellules vont donc se reproduire de manière asexuée. La réparation des tissus est un autre exemple, et le développement des muscles en est un autre. Le deuxième type de reproduction est la reproduction sexuée. Il s'agit de la reproduction qui implique deux partenaires. Les avantages de la reproduction sexuée, c'est qu'elle apporte plus de diversité. En effet, lors de la reproduction sexuée, les enfants ne sont pas des copies exactes de leurs parents. Les vivants sont donc capables de mieux s'adapter à leur environnement puisqu'ils sont plus variables. Plus qu'il y a de variété génétique dans une population, plus qu'elle a de chances de survivre dans un nouvel environnement. Pour ce qui est de la reproduction asexuée, par contre, l'avantage est qu'elle est plus rapide et plus efficace. Il s'agit de créer une armée de clones. Ce n'est pas très long et ça peut se faire de façon très efficace. Une bactérie n'a pas besoin de rencontrer une autre bactérie pour se reproduire avec elle. Elle peut le faire toute seule et elle peut le faire très rapidement. Pour le secondaire 1, nous allons nous concentrer sur la reproduction chez les végétaux. La reproduction chez les végétaux est un cycle, il n'y a donc pas exactement un début et une fin. Pour ce cours, nous allons commencer avec la floraison. Il faut d'abord comprendre que les fleurs sont les organes sexuels des plantes. Ainsi, si jamais on vous demande quand est-ce que le sexe est apparu sur la planète Terre, eh bien, c'est évident, lorsque les organes sexuels sont apparus, lorsque les fleurs sont apparues sur la planète Terre. Les fleurs ont toujours plusieurs parties. Premièrement, nous avons les anthères et les filets, qui ensemble constituent l'étamine. L'étamine est considérée comme la partie mâle de la fleur. Nous avons également les sépales qui servent à protéger la fleur sans faire pour autant partie de l'organe sexuel. Nous avons ensuite les pétales et nous avons enfin la partie femelle de la fleur, le stigmate, le style, l'ovaire et l'ovule. Pour féconder une fleur, le pollen qui sort de l'étamine d'une fleur doit aller se coller sur le stigmate d'une autre fleur, descendre dans le style, rentrer dans l'ovaire et féconder l'ovule. Si nous regardons des fleurs coupées en deux, nous pouvons voir à l'intérieur cette structure complexe et délicate. Nous voyons ici par exemple les étamines et le stigmate au milieu, avec les ovules à l'intérieur de la fleur en bas. Ainsi, chaque fleur va avoir une partie femelle et une partie mâle. Après la floraison, nous avons la pollinisation et la fécondation. Pour être fécondée, une fleur a besoin de recevoir le pollen d'une autre fleur et ce pollen doit descendre dans le stigmate pour atteindre les ovules. Pour réussir à être fécondées, les fleurs vont généralement avoir besoin d'aide de la part des insectes comme les abeilles ou les mouches ou d'autres. En se promenant d'une fleur à l'autre, les abeilles apportent avec eux le pollen qui permet de féconder toutes les fleurs. La troisième étape est la fructification. Une fois que les fleurs ont été produites, nous allons produire les fruits. Une fois les fruits obtenus, nous passons à la dispersion des graines. Qu'il s'agisse des pissenlits ou des pommes, nous avons toujours le grain à l'intérieur qui va être répandu. Dans certains cas, il n'y a aucune chair autour du grain qui va lui permettre de se nourrir, comme dans le cas des pissenlits. Dans d'autres cas, il y a beaucoup de chair qui va permettre de nourrir le grain et commencer une nouvelle plante. Une fois que le grain a trouvé le sol fertile, nous avons la période de germination, le passage de la graine à une petite plante. La sixième étape est l'étape de la croissance. Pendant une période de leur vie, les plantes vont pousser sans donner de fleurs et sans donner de fruits. Après un certain temps, les plantes vont commencer à fleurir et le cycle recommence. Mais bien sûr, les végétaux existaient bien avant les fleurs. Ainsi, les végétaux savent se reproduire de manière asexuée également. Le premier type de reproduction asexuée chez les plantes est le bouturage. Il s'agit de couper une branche d'une plante, la placer dans l'eau pour qu'elle fasse pousser des racines et la replanter ensuite. Nous obtenons donc une nouvelle plante sans avoir eu besoin de reproduction sexuée. Nous pouvons également penser au marcottage. Le marcottage est une branche qui finit par envoyer des racines. Nous pouvons le voir par exemple dans les fraises, où les fraises vont envoyer des branches qui vont finir par pousser des racines à certains endroits et devenir de nouvelles plantes de fraises. Nous avons ensuite le bourgeonnement. Le bourgeonnement est le développement d'une plante à partir d'une excroissance de la plante mère. Nous le voyons souvent chez les plantes sous-marines, par exemple. Il existe également le greffage.
C'est une technique qui consiste à associer une variété végétale à une autre. C'est une pratique qui est faite dans l'agriculture qui permet de prendre une branche d'un arbre et de la coller sur celle d'un autre. Nous pouvons ainsi mélanger deux sortes de pommiers, alors qu'une branche va nous donner un type de pomme, l'autre, un autre type de pomme. Il existe finalement le clonage artificiel. Cette technique permet d'utiliser l'ADN seulement d'un des deux partenaires. Au début des années 2000, par exemple, les humains ont réussi à créer une brebis qui s'appelait Dolly, qui a été obtenue avec le clonage. Ayant parlé des deux types de reproduction, nous allons maintenant élucider les quelques modes de reproduction qui existent. Premièrement, nous pouvons parler de la fécondation externe. Chez la plupart des poissons, nous allons avoir les poissons femelles qui vont déposer les ovules et les poissons mâles qui vont ensuite déposer les spermatozoïdes par-dessus. Ainsi, les deux poissons ne se rencontrent jamais, mais il s'agit quand même de la reproduction sexuée. Nous disons que c'est la fécondation externe, puisque la fécondation entre les ovules et les spermatozoïdes se passe à l'extérieur du corps des créatures. De l'autre côté, nous avons également la fécondation interne, dans quel cas il s'agit de la fécondation, comme chez les humains, où les spermatozoïdes et les ovules se rencontrent à l'intérieur du corps d'un des deux individus. Une fois la fécondation complétée, nous allons parler du développement des petits. Premièrement, nous avons les ovipares. Les ovipares pondent les œufs. Cela veut dire que l'œuf se développe complètement à l'extérieur de la femelle et qu'il n'y a aucun échange entre la mère et l'œuf. Dans les ovipares, nous pouvons compter les reptiles, les oiseaux et même les poissons. Nous avons ensuite les vivipares. Dans ce cas-là, l'embryon se développe à l'intérieur de la femelle jusqu'à la naissance. Il y a donc des échanges continus avec la mère jusqu'à la naissance. Une sous-catégorie concerne les marsupiaux. Dans le cas des marsupiaux, le bébé finit son développement à l'extérieur de la femelle, mais il en est toujours dépendant. Les kangourous sont l'exemple de marsupiaux le plus connu, mais il en existe plusieurs autres. Viennent enfin les ovovivipares. Comme chez les ovipares, l'œuf est complètement indépendant de la femelle, et il n'y a aucun échange entre la mère et l'œuf, mais il reste conservé à l'intérieur de la femelle jusqu'à ce qu'il soit prêt à éclore. Pour les ovovivipares, nous pouvons compter les serpents et les requins. L'œuf va rester à l'intérieur de la femelle, il n'y aura aucun échange entre la mère et les œufs, pourtant, jusqu'à l'accouchement, les œufs seront conservés à l'intérieur. Merci beaucoup tout le monde.